Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, nous voici dans les podcasts du projet Kufanya Student. Nous sommes à la 3e édition et comme d'habitude, nous sommes en présence des personnes qui ont assez de matière pour pouvoir parler de la cause ou bien de la migration estudiantine en Tunisie. Et parmi elles, nous avons à ma gauche le monsieur Nadem Benjema. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et donc, vous êtes le directeur de l'Académie AMTA. Oui, effectivement. Donc, je me présente, Nadem Benjema, directeur d'une école de formation professionnelle qui s'appelle AMTA Academy. Donc, elle est fondée en 2016. Déjà, on a commencé par les langues, surtout la langue allemande, puisque j'étais marié avec une dame allemande. Et en 2017, donc, c'était une année décisive pour nous, car on a participé comme académie donc, à la foire tuniso-africaine d'éducation supérieure et de formation professionnelle. Et l'idée donc d'une école de formation professionnelle de métier, elle a commencé donc à cette date. En 2018, j'ai eu l'occasion de participer donc à une visite à Stuttgart. Et là-bas, j'ai décidé donc d'entrer dans le domaine de mécatronique automobile, surtout donc que je suis entouré donc avec mes voisins donc qui sont les ingénieurs l'ordre des ingénieurs de Sfax. Donc, ce qui m'a permis de choisir donc le métier de mécatronique automobile. En 2018, c'était donc le démarrage de l'école, sans entrer en détail. En 2019, donc par coup de chance, donc le premier groupe, c'était un groupe, il est venu du Cameroun. C'était bizarre, normalement on commence par les Tunisiens, mais par coup de chance, donc on a fait un bon marketing donc, avec des amis donc, camerounais. Et c'était donc le départ avec 4 Camerounais et 2 Tunisiens. Actuellement, ils sont en Allemagne. Vu donc qu'on les a aidés donc à obtenir leur visa et on a un centre donc d'apprentissage d'allemand. D'accord, merci beaucoup et on comprend que vous avez beaucoup de matière en ce qui concerne les relations avec les étudiants subsahariens ici en Tunisie et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, nous avons, enfin à côté de moi, nous avons Aran Nathan qui est étudiant ici en Tunisie et plus précisément à Sfax, qui a une grosse histoire, que ce soit culturelle ou même associative ici. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, c'est Loïc. Alors, vous êtes étudiant à Sfax? Oui, je suis Haran Nathan, de nationalité tchadienne. Je suis ingénieur en génie électrique, diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Sfax. Actuellement, je suis doctorant, toujours là-bas, à l'ENIS, en génie électrique. Et je suis aussi l'actuel secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires tchadiens en Tunisie en général. Et en tout cas, la présentation va venir avec le temps. D'accord, on comprend qu'on a quelqu'un avec beaucoup de casquettes. Alors, on parle des étudiants et stagiaires subsahariens en Tunisie et on a la chance, l'honneur, ou ce que vous voulez, d'être en présence aujourd'hui du secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, communément appelé président de Sfax. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Monsieur Wester, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Loïc Oyuno. C'est encore un plaisir pour moi que d'être parmi vous ce soir pour participer à cette discussion. Donc, je suis Wester Mombo, comme vous l'avez dit, secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, la section Sfax. Donc, l'association existe depuis 1993 et c'est une association de droit tunisien qui est reconnue par l'État. Donc, et la section Sfax a été créée en 2010. Donc, ce qui fait que l'association vraiment travaille pour l'intégration, l'accompagnement, le suivi, l'orientation des étudiants et vraiment leur épanouissement dans tous les domaines, que ce soit académique, que ce soit culturel, que ce soit voilà, tout ce qui peut tourner autour du divertissement ou bien de l'épanouissement de l'étudiant. Donc en bref, je pense que c'est un peu ça l'association et voilà, merci encore. C'est moi qui vous remercie pour votre présence ce soir. Et d'entendre, j'aimerais commencer avec vous. Quels sont les réels défis que rencontrent vos communautaires ici, les étudiants subsahariens en Tunisie? Ok, par rapport aux défis que rencontrent les étudiants, déjà il faut noter que j'aimerais peut-être donner mon avis ou bien les défis qu'on a pu recenser en 2 phases, d'accord?
On a des défis, on va dire quoi, superficiels, qui sont généraux à tout étudiant. On a aussi des défis, on va dire, voilà, profonds, qui sont vraiment, ou bien qui sont parfois paradoxaux. Je vous prends un exemple. Un étudiant qui doit faire, par exemple, sa carte de séjour. Nouvellement, il arrive en Tunisie. Lorsqu'il veut établir un contrat de location, on va lui dire, pour avoir ton contrat de location, il te faut une carte de séjour. Mais par contre, pour avoir la carte de séjour, il te faut le contrat de location. Donc vous conviendrez avec moi que c'est paradoxal. Donc c'est déjà l'une des difficultés qu'on peut voir. Donc l'établissement des contrats de location. Mais aussi, il y a aussi des défis liés, on va dire quoi, à l'intégration. C'est-à-dire parfois la barrière de la langue. Donc c'est ce que j'appelle un peu des défis, des difficultés superficielles. Par exemple, dans les facultés, vous allez vous rendre compte que certains professeurs sont parfois en train de parler en arabe, qui est la langue, voilà. Et parfois les étudiants n'arrivent pas à suivre, n'arrivent pas à comprendre. Parfois c'est des choses comme ça qui nous remontent. Mais depuis qu'on a eu ces événements en 2023 là qui ont marqué, vraiment il y a eu beaucoup des difficultés qui ont été enregistrées auprès de l'association parce que lorsqu'il y a eu les événements de février, lorsqu'il y a eu les événements tout récemment de juin ou juillet là, donc déjà au niveau des logements, on a des bailleurs qui expulsaient les étudiants des maisons, on a des contrôles abusifs, donc tu es comme ça dans la rue, on te prend, on t'amène, parfois même sans... Normalement, quand on vient arrêter quelqu'un, demander ou bien accompagner mon commissariat, c'est au moins par rapport, il faut avoir quand même une lettre de mission qui justifie que la personne a commis tel délit. Parce qu'on a des étudiants, ils sont assis dans la rue en train de papoter. On vient les arrêter, monter dans la voiture, bon, craintif de dire que bon, j'ai pas envie le refus d'obtempérer, sinon, donc ils sont obligés parfois. Donc c'est vraiment des défis comme ça qu'on peut relever, des difficultés comme ça qu'on peut relever. Mais sinon il y en a plus, je pense que peut-être dans la suite des discussions, on pourra vraiment revenir là-dessus et tout. Merci. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire que c'est léger comme défi, la barrière de la langue, quand on vient en Tunisie pour étudier et qu'on se rend compte qu'on est en train de dispenser les cours en arabe. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est léger? Alors, quand j'appelle ça défis superficiels, c'est-à-dire que ce sont des défis qui ne sont pas forcément, qui ne peuvent pas empiéter directement à la réussite d'un étudiant. Parce que vous conviendrez avec moi que les devoirs sont donnés en français, mais parfois c'est certaines explications bien, certains professeurs qui se sentent plus à l'aise, d'accord, à parler en arabe parce qu'ils ne trouvent pas forcément les mots en français. Mais ça, un étudiant ne peut pas, ça peut empêcher un étudiant de pouvoir réussir. Mais par contre, c'est voilà comment j'ai qualifié des défis superficiels. De telle sorte que si l'étudiant ne peut pas, comment dirais-je, ne pas avoir des difficultés à comprendre le devoir ou bien le cours qui lui est présenté et qui est en français, je ne vois pas pourquoi est-ce que le fait d'avoir des explications en arabe va l'empêcher de pouvoir... D'accord. Merci pour les explications. Du coup, je me retourne vers Nathan. Là, vous avez beaucoup de casquettes, mais là, j'aimerais vous interroger en tant qu'étudiant. Comment était votre intégration en Tunisie? Est-ce les mêmes problèmes que vous avez rencontrés? Oui, je dirais pas le contraire. C'est le problème de tout étudiant subsaharien ici en Tunisie. Dès qu'on arrive sur le territoire, il y a un peu ce côté administratif pour faire ses papiers. On demande des papiers que je ne dispose pas encore, que j'essaie de mettre en place. On me demande de fournir la carte de séjour alors que je viens d'arriver. Et il y a ce problème d'intégration aussi au niveau de la langue. Bon, pour les Tchadiens, c'est pas aussi assez compliqué parce qu'on parle aussi l'arabe chez nous. Mais d'un autre côté, l'intégration a été aussi facile parce que pour s'intégrer dans un milieu, c'est pas forcément l'autre qui doit faire le pas vers vous parce que vous venez dans un environnement, vous trouvez des gens qui sont déjà sur place. C'est à vous aussi de faire un effort de vous intégrer. Donc moi, dès que je suis arrivé en Tunisie en 2017, juste après, en décembre, vers la fin de l'année, j'ai directement intégré une équipe audiovisuelle. Donc j'étais caméraman et photographe à Tunis là-bas. Et ça m'a permis aussi de côtoyer beaucoup de Tunisiens dans le monde médiatique et tout. Donc je me dirais que je me suis intégré de force. Parce que j'ai voulu cette intégration, je me suis dit que je viens dans un environnement, je dois apprendre de ces personnes, je dois apprendre de ces gens. Et voilà, donc j'ai essayé de forcer l'intégration. Mais dans la généralité, je dirais que voilà, ça a été plus mieux de mon côté. Même s'il y a parfois des complications avec d'autres personnes, mais ça va. Ça veut dire que ça a été relativement facile pour vous? Ou alors ce sont les Tchadiens qui s'intègrent plus facilement en Tunisie de par la langue, comme vous avez dit? Je dirais pas des Tchadiens en général, ça dépend. Ça dépend beaucoup plus des personnes, je veux dire. Parce que cette intégration, moi je l'ai voulu moi-même.
être dans la vie associative, voilà, essayer de cohabiter avec d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres étudiants qui viennent, ils font 5 ans ici, mais on ne sait même pas qu'il est venu étudier en Tunisie. Ils sont à l'école maison, ils sortent pas, ils participent pas à des activités associatives et tout, et donc c'est un peu compliqué de s'intégrer. Mais moi, dès que je suis arrivé, j'ai voulu m'intégrer, donc voilà, j'ai pu moi-même faire le pas. Merci. Alors là, je reviens vers vous, Monsieur Ben. Et la question qui me vient, tout à l'heure, Wester parlait des événements qui se sont déroulés en 2023. Et vous aviez des étudiants chez vous, au niveau de AMTA, de l'Académie AMTA. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour pallier, parce que cette situation qui, à la base, visait la communauté subsaharienne, migrante, installée en Tunisie ou bien étant en Tunisie de manière irrégulière, mais c'est vu être répercuté sur les étudiants. Comment est-ce que vous avez aidé vos étudiants pendant cette période? Donc, pour moi, donc, peut-être c'était plus facile qu'une université donc, qui a un bon nombre d'étudiants. Donc, j'avais 4 étudiants exactement du Cameroun. Donc tout ce que j'ai fait, je les ai accompagnés. Donc parfois, je les amène chez moi. C'est pas dans l'académie, mais chez moi, donc pour dîner ensemble. Là où il y a des problèmes, donc avec les propriétaires du loyer, j'interviens. Donc j'ai tout fait pour qu'ils soient à l'aise. J'ai tout fait, car c'était une vague de peur. À un certain moment, donc, à cause du discours, etc. Mais j'ai réussi donc à les rassurer. Et je rejoins donc notre ami le Tchadien, donc lui et sa communauté, ils ont réussi donc à s'intégrer. Comment cela? À cause de l'apprentissage de la langue. Lorsqu'on voit par exemple les gens qui font l'immigration pour l'Allemagne, etc., la première chose, ils t'obligent à apprendre l'allemand. Et moi, c'est bizarre que c'est rare de trouver un subsaharien qui parle l'arabe. Il reste chez nous pendant 4 à 6 ans et tout ce qu'il a appris, Aslem, Beslem, Aïch, c'est n'importe quoi. Donc, il faut faire un effort. On est en face d'une élite. Tous, ils sont cultivés. Donc, pourquoi donc, tu peux apprendre l'allemand et tu ne peux pas donc apprendre l'arabe? Donc, l'arabe, c'est un moyen de communication avec les simples citoyens de Tunisie. Donc, il y a beaucoup de gens en Tunisie qui ne comprennent pas le français. Donc, sûrement, donc, vous l'avez vécu. Donc, pourquoi vous demandez aux Tunisiens de comprendre la langue française pour communiquer avec vous, alors que vous ne faites aucun effort pour apprendre l'arabe? Je connais donc, c'est pas les Tchadiens seulement, mais il y a d'autres nationalités. Il y a des étudiants qui sont vraiment, ils parlent l'arabe correctement. Et pratiquement tous leurs problèmes ils sont résolus. Il n'a pas besoin donc que quelqu'un intervienne donc, pour l'aider. Donc c'est ça, donc mon comportement avec donc mes étudiants, et c'est pas seulement mes étudiants, mais ma carrière donc, qui a débuté dans le domaine de formation professionnelle m'a permis d'inviter pratiquement toutes les nations. On a 18 nationalités donc, subsahariennes. J'ai fait connaissance donc, pratiquement à tous les présidents. Je les ai invités donc, pour boire un café chez moi ou pour dîner. Donc, j'ai tout fait. Donc, car pour moi, le côté humain, c'est très important. Donc, avant de faire une amitié, donc, il faut regarder sur ce sujet. Et en même temps, donc, j'ai pour donc, aider les gens donc, à se connaître, les Tunisiens et les Subsahariens, j'ai participé à beaucoup d'événements donc, pour qu'ils restent ensemble, car pour moi, ils sont des élites. Lorsque je parle avec eux, je ne dis pas je suis un leader parmi vous. Non, juste j'essaie qu'ils s'assoient donc, ensemble et penser à l'avenir.
Moi, je comprends tout cela et je veux réagir par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois sur votre place. Il y avait un autre responsable d'établissement et c'est la même question que je lui posais, ou plutôt la même remarque que je faisais, c'est lorsque les responsables d'établissement viennent dans nos pays d'Afrique subsaharienne pour vendre les formations tunisiennes, pour vendre la Tunisie, ils ne viennent pas dire qu'on parlera arabe. Et normalement, quand on vient ici, c'est parce qu'on sait qu'à la base, on viendra faire les cours en français. Là, on va peut-être parler d'intégration et comment est-ce qu'on peut facilement être en communion avec des Tunisiens dans la rue. Mais au niveau de l'établissement, c'est le français. Oui. Merci pour ces réponses, Monsieur Ben. Mais là me vient une question, compte tenu justement de ces événements. On voit la Tunisie qui a toujours voulu avoir un bon nombre d'étudiants subsahariens sur son territoire. Je pense qu'il y avait des objectifs de 25 000 ou quelque chose comme ça. Peut-être Wester me donnera les vrais chiffres après. Mais on sort de 8 000 étudiants en 2022 avec une grosse campagne pour avoir un peu plus d'étudiants subsahariens. Comment est-ce que vous avez perçu l'arrivée de nouveaux étudiants cette année après les événements justement? Bon, c'est clair que le nombre il est très réduit cette année, donc à cause donc des circonstances qu'on a vécues. Mais pour moi, c'est, on dirait, une pause. Donc, je sais bien que la relation donc et choisir la Tunisie donc comme un pays d'accueil pour les étudiants, ça va être dans les prochaines années encore plus meilleur. Donc je suis toujours optimiste pour cela. Mais il y a toujours des problèmes, donc c'est à cause de forces majeures, donc je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je sais bien donc il y a dans nos pays beaucoup de sages qui vont régler donc tous ces problèmes. Donc mais c'est clair et net que le nombre il est très réduit cette année. Donc, je connais pas mal d'établissements universitaires privés. Donc, ils n'ont pas même fait la compagnie. Donc, c'est exactement comme quelqu'un qui fait la culture dans la mer. Donc, on va perdre beaucoup d'argent pour rien. Donc, même pour donner des promesses, etc. Ça ne sert à rien. Donc, je ne suis pas inquiet donc, pour l'avenir. Peut-être cette année, donc, on va perdre un peu, comme dans tous les projets. C'est un projet donc, commercial, donc l'étude dans les établissements donc, privés. Donc, on peut perdre 1 année, 2 années, mais ça va se rétablir. Et je compte surtout donc, à la sagesse donc, de tous les gens. D'ailleurs, je n'ai pas donc, entendu qu'un étudiant donc, a été soumis à une sorte d'agression, etc. Juste, il y avait une peur, une atmosphère donc, qui n'est pas convenable pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les subsahariens. D'accord, je comprends. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, je me tourne vers le secrétaire qui a peut-être plus à nous dire à ce sujet concernant, voilà, peut-être vous n'avez pas encore les chiffres, parce que je suppose que ça se fait après, mais par rapport à l'arrivée de vos communautaires cette année, des nouveaux étudiants, peut-être dans la ville de Sfax, avez-vous un commentaire à faire dessus? Ok, peut-être avant de répondre à votre question, Monsieur Loïc Oyono, permettez-moi de rebondir sur les propos de Monsieur Ben, ou même aussi sur les vôtres, disant par rapport au nombre d'étudiants que... Parce que, rappelez-vous, en 2017, il y a eu une réforme de l'enseignement supérieur qui visait à atteindre à l'horizon 2025 25 000 étudiants, d'accord? Je pense que vous avez dit le bon chiffre. Mais dans ça, 2016-2017, on était à 11 000. 2018, 2019, 2020, on est descendu à 8 000. Et maintenant là, tout récemment, lorsque même nous on a fait notre conférence débat sur l'avenir des étudiants, lorsqu'on a essayé un peu de checker, je crois qu'on est maintenant aux alentours de 6 000. Donc à Sfax, on a vraiment régressé. Donc, ce qui veut dire que le nombre d'arrivées en ce moment à Sfax est vraiment déplorable. Parce que même si vous avez pu remarquer dans les communiqués, je ne sais pas si le journal Jeune Afrique ou un autre journal a sorti un communiqué selon quoi c'est que le ministère a constaté une diminution du nombre des arrivants. Parce que même pour faire un constat clair, dans ma faculté où je suis, à l'IIT, je n'ai vu qu'un seul nouveau étudiant guinéen. Un seul. Donc, dans toute la grande faculté, il n'y a eu qu'un seul étudiant guinéen. Donc, pour dire que
les événements qui sont passés de février et ceux de juillet, c'est vrai que ça n'avait pas directement pour but d'inquiéter les étudiants, mais ça a mis à mal beaucoup d'étudiants. Parce que dans ça, il y avait, permettez-moi l'expression, un imbroglio total. Donc les gens étaient dans une confusion qui ne dit pas son nom parce qu'ils mélangeaient maintenant tout le monde. Et aussi le souci, c'est que lorsqu'il y a des problèmes, le plus souvent en Afrique, et c'est général, au lieu de pouvoir résoudre le problème à la racine ou bien soigner la plaie qui est là, on se contente des solutions juste, on va dire que des solutions en l'air, donc venir seulement mettre une bande dessus, fermer, oublier l'existence de la plaie, on sait qu'elle existe sous cette bande-là. Donc pour dire que le nombre d'étudiants vraiment a régressé vraiment d'un taux, on va dire, de façon exponentielle. On n'avait jamais vu ça, d'accord? Et je pense qu'au-delà de l'inquiétude qui est dans les cœurs des étudiants, même aussi des étudiants qui sont ici, ne peuvent plus recommander leurs frères ou leurs amis de venir en Tunisie. Peut-être, comme a dit M. Ben, peut-être pour une bonne période, pas peut-être pour un an seulement. Moi, je comprends votre remarque dessus, mais j'aimerais savoir, vous, en tant que responsable, ou plutôt vous, en tant qu'association, comment est-ce que vous faites pour aider justement ces étudiants qui sont déjà là en Tunisie? Comment est-ce que vous faites pour faciliter la coopération? Parce que c'est de ça qu'il est question, entre les étudiants subsahariens en Tunisie et la population autochtone. Ok, ça c'est une très bonne question parce que vous allez convenir avec moi, c'est que lorsqu'il y a eu les événements de février et des juin tout récemment, beaucoup d'étudiants sont tombés dans ce qu'on appelle un trouble psychologique. Et dans ce trouble-là, beaucoup étaient dans une panique totale. Et dans cette panique-là, nous, en tant qu'association des étudiants, on a fait un recensement. En faisant ce recensement, on a fait pour nos étudiants ce qu'on appelle un accompagnement psychologique avec l'un de nos partenaires qui est l'OIM. Donc l'OIM a mis à notre disposition, d'accord, un psychologue, et tous les étudiants qui sont fait enregistrer ont été reçus par ce psychologue-là et les séances étaient gratuites. Alors, lorsqu'il y a eu les événements, qu'est-ce que nous on a fait pour pouvoir, même pas au-delà des événements, pour revenir un peu rapidement pour ouvrir une parenthèse rapidement sur les événements, lorsqu'il y a eu les événements, aucune école n'a contacté l'association des étudiants. Aucune école privée. La seule institution, la première, je dis bien, qui nous a contactés, qui a demandé à nous rencontrer pour discuter de la situation, pour voir comment trouver les solutions, c'est l'Université de Sfax. Donc l'Université de Sfax, par l'intermédiaire de son président, parce qu'ils avaient reçu instruction du ministre. Parce que l'AISAT national, le président Christian à cette époque avait rencontré le ministre. Donc sur instruction du ministre, je crois que si vous avez remarqué, ça se fait à Gabès, ça se fait à Djendouba, ça se fait à Sfax. Ils ont rencontré les membres de l'association pour pouvoir discuter, voir comment trouver des solutions et tout. Et c'est même à cause de ça que maintenant vous avez pu remarquer que les institutions étatiques se sont ouvertes à l'association des étudiants pour créer ce qu'on appelle, on va dire une synergie pour pouvoir mettre en place des activités et tout. C'est pour cela que vous avez pu remarquer, on a fait des activités comme la CANUF, comme la conférence débat. Parce que je peux vous le dire, cette année on a collaboré avec aucun établissement privé. On a pris des fonds d'aucun établissement privé. Donc venant que ce soit, on a collaboré cette année avec l'étatique seulement. Parce que même, allez-y. Non, je reviendrai vers cela. C'est pertinent ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il y a des premiers responsables, en quelque sorte, des étudiants ici, parce que bon nombre viennent pour aller au privé, ne vous ont pas soutenu pendant cette période. Nous avons un responsable parmi nous et ça. Je dis bien, aucun des responsables d'établissements privés n'a pris attache avec l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Les seuls qui l'ont fait, premièrement, l'Université de Sfax, deuxièmement, l'OIM. Après ça, on a eu ce qu'on appelle une ouverture où même le ministère, laissez-moi vous le dire, le ministère nous a contactés. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Par l'intermédiaire de son sous-directeur, M. Faouzi. Ils nous ont contactés, ils nous ont vu comment est-ce qu'on pouvait trouver des moyens de travailler ensemble. On avait fait une activité à Bizerte. Le ministre était là. Il a vraiment souhaité à ce que les choses s'améliorent parce qu'il a vu la situation dans laquelle, surtout les étudiants des Sfax, laissez-moi vous le dire. Donc nous-mêmes, on a été contactés par le ministère. Je comprends parce que voilà, c'était une crise qui, si on peut appeler comme ça, qui touchait Sfax en particulier. Sfax était particulièrement touché. Mais peut-être avant de revenir vers vous, Nathan, moi, j'aimerais poser la question à Wester. Étant donné qu'on est également là pour parler des solutions, et de votre côté, en tant qu'AISAT, si on laisse ces événements, quelles sont les activités ou comment est-ce que vous aidez les étudiants subsahariens à s'intégrer? C'est ça l'origine de ma question. Ok, comment est-ce qu'on aide les étudiants subsahariens à pouvoir s'intégrer? Déjà, l'association, l'AISAT est une association socio-culturelle, donc reconnue
socioculturel. Donc on fait beaucoup d'activités, que ce soit tout ce qui est volet sportif, tout ce qui est volet culturel. Comme je le mentionnais déjà dans mon propos précédent, on a répondu à l'invitation du ministère pour une activité, un camp d'été qui s'est fait le mois de juillet comme ça. On est allé à Bizerte, c'était 6 jours, tout était pris en compte. Donc c'est des activités comme ça qu'on fait. On a aussi organisé à Sfax la Canuf, où dans cette organisation, on a eu la grâce de signer une convention avec le commissaire régional de la jeunesse et des sports par l'intermédiaire de son commissaire, M. Sadok Blouza. Mais également aussi, on a eu à travailler avec l'Université de Sfax. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Nous vraiment, pour parler des solutions, c'est que vraiment, même en ce moment avec l'OIM, permettez-moi peut-être de le dire, l'OIM est en train de créer, tout récemment, il y a eu une formation qui s'est faite sur, ils ont un projet, inclusion, sport pour l'inclusion, d'accord? Et dans ça, ils ont réuni toutes les associations des migrants et les maisons des jeunes pour pouvoir trouver comment faire en sorte qu'il y ait des activités de cohésion sociale, pour permettre à ce que vraiment. Mais nous, à notre niveau, ce qu'on organise le plus souvent, comme vous le savez, c'est des compétitions sportives, des soirées culturelles pour créer vraiment on va dire quoi, ce lien-là avec la population haute, parce qu'on s'identifie. Je pense que même dans les années antérieures, on faisait ce qu'on appelle des cours d'arabe pour permettre à ce que les étudiants s'intègrent aussi avec le dialecte tunisien. Voilà, il y en a plein de choses qu'on fait. Je pense que peut-être Nathan, en tant qu'étudiant, pourra mieux encore donner des explications sur ça. Merci Wester pour ces précisions. Et là, je me tourne vers Aran Nathan. J'ai eu le privilège justement d'écouter, de voir le film Mala, dans lequel vous avez mis beaucoup de culture. En fait, vous essayez de relater un tout petit peu ce qui se passe ici en Tunisie. Vous êtes doctorant, vous avez passé beaucoup d'années en Tunisie. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez avec nous à partager quelques images de justement votre vécu en Tunisie, culturellement parlant, ou même des petites anecdotes que vous avez vécues? Ok. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je dirais que c'était un grand plaisir pour moi de découvrir la Tunisie. La Tunisie m'a permis de découvrir beaucoup de choses et a aussi fait la création de beaucoup d'œuvres. Et je dirais que dans toute œuvre humaine, seul Dieu il est parfait. Donc l'œuvre humaine elle n'est jamais parfaite. Donc avec les Tunisiens, il y a eu des moments, des hauts et des bas, des côtés négatifs comme positifs. Négatifs, je ne vais pas trop en parler de ça. Je pense que c'est connu presque de tous. Dès l'entrée du jeu, on a déjà commencé à parler beaucoup des côtés négatifs. Donc moi, je vais me baser beaucoup plus sur le côté positif. Donc je dirais que les Tunisiens, dès l'entrée du jeu, j'avais dit que j'avais voulu forcer l'intégration. Donc moi, j'avais pas eu beaucoup de problèmes avec les Tunisiens. La preuve, j'avais tourné mon film Mala. La plupart des acteurs dans le film Mala sont des Tunisiens. Et j'ai aussi tourné notre film Saïd. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas eu à voir ça, Saïd. Il y a juste un seul acteur subsaharien dedans. Et toute l'équipe même du tournage, moi et l'acteur, on est des subsahariens. Donc j'avais eu beaucoup d'expérience avec les Tunisiens, que ce soit à l'université, dans les clubs, à l'école, à l'ENIS là-bas. Que ce soit dans le quartier, j'ai toujours eu, j'ai appris beaucoup de Tunisiens. J'ai appris beaucoup de Tunisiens, ça je ne veux pas le mentir. Et j'ai aussi partagé beaucoup de choses avec eux, sur le Tchad aussi, parce que beaucoup de Tunisiens ne connaissent pas d'autres pays subsahariens. Donc j'ai eu aussi à beaucoup partager sur ces côtés, ces expériences et tout. Donc je dirais que dans la majeure partie, je dirais que ce sont des expériences positives. Merci Nathan, un exemple d'intégration. J'ai hâte de voir ce deuxième film. Même comme c'est surprenant d'entendre que vous réussissez justement à vous intégrer au point de tourner des films sans subsahariens, carrément avec des Tunisiens. J'ai hâte vraiment de voir. Et c'est justement ce que j'aimerais vous poser comme question, Monsieur Ben, parce que c'est ce qu'on recherche d'une certaine manière. Wester, peut-être, c'est le cas également. C'est comment est-ce qu'on peut aider les subsahariens à mieux s'intégrer en Tunisie? Ou bien comment est-ce qu'on peut aider pour qu'il y ait de meilleures relations ou collaborations entre les subsahariens, les étudiants subsahariens et les populations autochtones? Nathan, notre ami tchadien, donc, il a répondu donc à une partie de la question. Et pour moi, il peut servir comme un success story. Donc, il faut prendre l'initiative. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des autres étudiants subsahariens ne prennent pas cette initiative. Ils ne savent, pardonnez-moi, que protester. Ils ne sont pas contents de cela, etc. Mais
Si, par exemple, on dit que les Tunisiens n'ont pas fait le premier pas, vous, en tant que subsahariens, et surtout les responsables des associations, l'AISAC, c'est une association très respectable. Pratiquement, elle associe toutes les nationalités. Donc, vous aussi, vous avez une responsabilité. Donc, le mieux, c'est de discuter ensemble pour trouver des problèmes qu'on vit partout dans les sociétés. Même lorsqu'on se déplace, par exemple, en Europe, on trouve déjà toujours le problème de l'intégration, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Ce n'est pas le paradis là-bas. Donc, on vit tout cela. Donc, ce que je propose, c'est de bâtir des relations d'amitié. Éviter, par exemple, dans les cafétérias, etc., de rester des clans. Tu vois les Tchadiens ou les subsahariens ensemble, les Tunisiens ensemble, c'est rare de voir des rencontres mixtes. C'est rare. Bon, on le voit, mais c'est rare. C'est pas suffisant. Ça, c'est la première chose. Donc, je vous conseille aussi de parler avec les radios. Il faut être présent dans les radios. Et je sais bien qu'ils acceptent donc l'autre voix des subsahariens. La troisième chose, j'encourage donc à réfléchir à une autre télévision, peut-être Hashtag TV ou autre, car elle a réussi à inviter des subsahariens et des Tunisiens, et j'ai senti réellement qu'il y a un vrai échange. Donc, comment je peux connaître les habitudes des autres? Peut-être lorsque j'ai pas l'audace, j'ai pas le courage de demander quelques réalités sur votre pays, essayez de le faire même toi-même. Donc, je propose, pour être opérationnel, il y a le réseau des ingénieurs tunisiens. C'est une association très dynamique, au sein de l'ordre des ingénieurs tunisiens. On peut recommencer quelques rencontres entre les gens actifs, qui sont très actifs dans la société civile au sein des subsahariens. Et moi, personnellement, dans mon académie, je suis prêt à vous accueillir. Et je l'ai déjà fait. Je serai heureux de diffuser votre film et en présence même de quelques leaders des communautés subsahariennes, car c'est bien de faire l'échange en présence de ces leaders, car on va discuter ensemble pour quelles raisons. Car par exemple, un président de la communauté camerounaise, sûrement au sein de sa communauté, il y a des gens comme ce monsieur, donc j'ai oublié le nom. D'accord. On peut faire des actions comme ça et on reste toujours en contact. C'est-à-dire, ce n'est pas un programme exhaustif, mais on est là pour penser. Donc, soyons positifs. Et j'aime bien les choses qui sont passées dans les derniers mois. On essaie de les surmonter. Ça se dit comme ça. Merci Monsieur Ben pour ces propositions fort intéressantes justement pour aider à la collaboration ou plutôt vivre ensemble entre les étudiants subsahariens ici et la population autochtone. Du coup, je reviens vers celui qui représente et qui aide justement ces étudiants ici à travers son association, l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Vous, de votre côté, quelles sont les initiatives qui sont mises en œuvre justement pour aider? Parce que là, on parle de culture, on parle d'échange, de vivre ensemble, de compréhension. Comment est-ce que vous faites pour aider la collaboration entre les étudiants subsahariens et les populations autochtones? Ok, donc merci Loïc, c'est une très bonne question. Déjà, nous, notre aide se fait sur plusieurs phases. On va dire quoi, sur plusieurs volets. D'accord? On a le volet culturel par l'entremise des soirées, journées culturelles ou bien des kermesses vraiment inclusifs. Ce qui fait en sorte qu'on fait des activités le plus souvent avec les maisons des jeunes pour pouvoir intégrer tout le monde, que ce soit les étudiants. Et on encourage aussi le plus souvent aussi les étudiants à intégrer les maisons des jeunes, donc les clubs. Vous savez, dans les maisons des jeunes, il y a des clubs. Il y a des adhésions par année. Je pense que 20 dinars comme ça, donc participer à des clubs et tout. Mais également aussi sur le volet sportif, par l'organisation de l'une des activités qui est chère à notre association, c'est qu'on appelle communément la mini-CAN, qui voit souvent la participation de plusieurs équipes, même la Tunisie. Cette année, on a changé de format
et on l'a mis un peu sur un format au standing, permettez-moi de le dire en toute humilité. Ça a été renommé, la CANUF n'a pas été renommée, mais on a changé le format avec la CANUF, où même on a eu la grâce d'avoir la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports qui était à Sfax, qui a participé à cet événement. Et aussi vraiment sur, donc la troisième phase, c'est vraiment au niveau des communications. Donc on communique beaucoup, aussi sur la plateforme Radio Sfax, c'est vraiment l'une des tribunes qu'on utilise beaucoup pour communiquer un peu sur tout ce qui est sensibilisation, sur tout ce qui est actualité des étudiants de l'association, tout ce qui est des activités. Voilà. Maintenant, ce que moi je propose comme solution vraiment pour créer vraiment la cohésion, c'est vraiment permettre à ce qu'il y ait parfois comme par exemple ce qu'on fait aujourd'hui, ce podcast, des émissions télévisées ou bien radiophoniques qui permettent en fait d'échanger en fait certaines réalités. Donc on a des étudiants, des Tunisiens en face, des étudiants d'Afrique subsaharienne d'autre part, et vraiment on essaie sur un thème bien défini, ça permet de pouvoir discuter. Je pense que même les facultés peuvent adopter ce système-là, mais créer aussi des formes de jeux comme question pour un champion, des choses comme ça, pour créer vraiment, on va dire, la compétition, montrer que voilà, pas montrer que nous sommes X est meilleur que l'autre, mais vraiment créer cet esprit-là de jeu, de connaissance des autres, et voilà. Je pense que c'est aussi l'une des choses, mais dans tout ça, vraiment, c'est de pouvoir s'accepter. Parce que même si on peut faire tout ça ensemble, si déjà dans les têtes, que ce soit des subsahariens ou des Tunisiens, il y a des stéréotypes, donc des idées arrêtées sur X, Y personnes, mais sur telle catégorie de personnes, ça ne facilite pas nécessairement l'intégration ou ni la cohésion sociale. Donc vraiment, c'est de s'accepter, de se tolérer, de comprendre que nous sommes différents et qu'avec nos différences, on peut vivre ensemble. Et c'est pour ça, je pense, même avec beaucoup d'autres associations et des activités qui sont menées pour pouvoir véritablement faire en sorte que cette cohésion sociale-là voilà, puisse vraiment atteindre un autre niveau, comme on dirait en anglais. Merci Wester. On voit qu'il y a beaucoup de travail de ce côté et franchement, on vous encourage et on espère que vous continuez à œuvrer pour l'épanouissement des étudiants ici. Et justement, je vous repasse la parole en tant qu'étudiant à Aran-Nathan. Durant votre parcours, quelles sont les initiatives que vous aurez aimé voir mettre sur pied ou que vous aimeriez qu'elles soient mises sur pied pour les étudiants? Ok. Je pense que pour cette question, une partie a déjà été répondue par M. Ben et aussi M. Wester. Je dirais, en tant qu'ingénieur et aussi réalisateur, on va un peu se focaliser sur le côté intellectuel aussi. Par exemple, avoir aussi un accord, faire chaque fois tenir des conférences, des formations à la maison des ingénieurs. Voilà, ça va être aussi beaucoup plus bénéfique parce que la majorité des étudiants subsahariens ici à Sfax sont dans des écoles d'ingénierie. Et sur le côté audiovisuel, ça a été vraiment une expérience enrichissante sur le plateau de tournage. Tourner pendant le moment de tournage et tout, on est obligé de parler, essayer d'échanger et tout. Et ça va être trop intéressant de faire des contenus audiovisuels où on met à chaque fois des scènes qui vont passer peut-être sur des chaînes de télé ou faire des diffusions dans des maisons de jeunes. Ça sera vraiment très intéressant sur ce côté-là. Et un autre côté que je vais ajouter par rapport à ce qu'il faut faire, c'est aussi avoir des clubs. Voilà, des clubs qui ne sont pas dans des écoles, mais plutôt dans des maisons de jeunes. J'ai aussi un projet qu'on est en train de vouloir mettre en place grâce à M. Wester. C'est un club d'anglais, voilà, qui va être dans des maisons de jeunes, un club ouvert à tout le monde. Et le but, c'est de parler l'anglais. Juste parler, c'est pas pour venir essayer encore de corriger, d'avoir des notes. Non, c'est juste pour aider ceux qui connaissent déjà l'anglais, mais qui ont des difficultés à parler. Donc, ce club sera ouvert à tout le monde, tunisien ou pas. Tant que tu veux apprendre l'anglais, tu seras là. Donc moi, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je compte beaucoup plus apporter des solutions. Merci beaucoup, Aran-Nathan. En tout cas, pour moi, je connais déjà le prochain club dans lequel je serai intégré. On était avec Oufania Student. Il s'agit justement des podcasts qui ont l'ambition de donner la parole aux personnes qui ont de la matière à pouvoir parler de la cause des étudiants subsahariens ici en Tunisie. C'était la 3e édition et la volonté est simple, comme je disais, c'est de pouvoir aider pour améliorer le vivre ensemble, la cohésion sociale entre les étudiants subsahariens en Tunisie et les populations autochtones. Et je ne vais pas les laisser partir comme ça, j'aimerais faire un dernier tour où je vais vous donner la parole justement pour donner un mot de fin sur ces thèmes de cohésion sociale et de vivre ensemble. Monsieur Ben. Merci Loïc pour cette audience. Et je suis
très content de connaître et faire l'échange avec M. Nathan et M. Western. Western, c'est ça. La fin donc de cette audience, elle était très positive. Donc au lieu donc de parler seulement des problèmes, on a pu entendre donc des solutions. Et comme je vous ai promis, donc vous pouvez, on peut rester donc en contact, vous les deux en tant que responsables et Monsieur Loïc. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec le réseau des ingénieurs tunisiens. Donc, je me permets donc de parler à leur langue car je connais très bien donc ce qu'ils peuvent faire. Et les portes de AMTA Academy aussi sont ouvertes pour vous tous. Et j'espère donc dans l'avenir, on fera beaucoup de choses ensemble. Merci. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur Ben, d'avoir de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Un mot de fin pour vous, Monsieur Wester. Ok, donc c'est déjà remercier l'association africaine Business Leaders par l'entremise de son incubateur, on va dire Koufania, mais qui travaille sur un projet Koufania Students. Remercier pour l'invitation, remercier pour le plateau, bien la tribune, pour pouvoir nous exprimer vraiment et trouver des solutions, surtout comme a dit M. Ben. Le but n'est pas venu seulement dénoncer, parce que dans tous les pays, ça existe, tout ce qu'on peut dénoncer là. Mais c'est vraiment voir dans quelle mesure on peut proposer des solutions, que ce soit préventif comme correctif, pour pouvoir voilà, faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Donc ce que moi je peux juste souhaiter, c'est qu'on puisse davantage comprendre que la cohésion sociale, c'est une question qui concerne tout le monde. Ce n'est pas simplement lié aux gens qui dirigent des associations ou bien aux gens qui sont impliqués dans la vie associative, mais ça concerne tout le monde. Et que de bras au corps, nous devons vraiment nous y mettre autant que nous sommes et permettre à ceux que nous puissions vraiment vivre dans une parfaite ou bien dans une symbiose assez vue du plus grand public, que ce soit la population autochtone et les migrants subsahariens. Merci. Merci. Nathan? Ouais, moi je dirais merci à Koufania Student de nous avoir accordé cette occasion de parler, de donner des solutions pour les problèmes des étudiants et stagiaires subsahariens ici en Tunisie. Et merci aussi à M. Ben pour l'expérience, le partage, et aussi à Wester Mungo, voilà, notre secrétaire général ici à Sfax. Et ça sera toujours avec un réel plaisir de revenir parler encore pour proposer toujours des alternatives positives, bien sûr. Donc, merci. Merci encore et merci à vous deux d'avoir honoré de votre présence aujourd'hui. On était justement, comme je disais, à la 3e édition et on vous donne rendez-vous pour la dernière édition qui sera pour la prochaine sortie. C'était Koufania Student, un projet de mise en œuvre par l'association African Business Leader en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. À la prochaine.